J'ai reçu de M. Jean-Luc Mélenchon et des membres du groupe La France Insoumise une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91 alinéa 5 du règlement. La parole est à M. Alexis Corbière. Monsieur le ministre, madame la rapporteure, madame la présidente, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, madame la présidente est en pleine forme. Précisément, c'est un bloc de cohérence, vous l'avez dit. C'est-à-dire que derrière toute une série d'aspects secondaires, il faut en juger sur ce qui est l'essentiel et ce qui en fait toute la cohérence. Et notamment, ce qui est le cœur du désaccord, ce sont les privatisations. C'est sûrement, je le dis sans détour, ce qui fera le plus de mal, clairement, au pays, à long terme, avec, avouons-le, pas d'hypocrisie, un retour en arrière qui sera quasiment impossible dans 70 ans. Sauf si, bien sûr, les électeurs, dans leur grande sagesse, mettaient en responsabilité de ce pays une équipe déterminée à revenir en arrière, notamment en faisant confiance à la France insoumise. Mais notre président, vous l'avez déjà dit à l'occasion des débats préalables, revenons d'abord sur cette idée de privatiser. Un petit peu de sémantique, ou du moins sur ce mot. Il serait plus juste de dire qu'il s'agit de dénationaliser, c'est-à-dire doter quelque chose qui appartenait à la nation pour le donner à quelqu'un de privé. Et c'est grave, parce que finalement, derrière les mots, on perd parfois le sens profond. Vous faites le choix de céder à des intérêts particuliers des choses qui appartenaient jusque-là à notre collectif, à notre nation. Et vous ne le faites pas pour l'intérêt général, et c'est là que se situe le désaccord. Vous le faites pour des raisons idéologiques, purement idéologiques, cédant à un sectarisme idéologique, dangereux pour l'intérêt national. Et c'est un débat idéologique d'abord qu'il faut avoir, ne nous cachons pas derrière ça. D'ailleurs, ça a été souvent lâché au cours de la discussion. Précisément, chacun la sienne, exactement. Mais ne vous masquez pas, ne vous dissimulez pas derrière des intérêts économiques. Ce n'est pas vrai. C'est un choix idéologique, une fois de plus, qui répond aussi à un certain type de société que vous défendez. Et c'est ça qu'il faut dire à nos concitoyens pour qu'ils y voient clair. Et trop souvent, il y a un baratin pseudo-réaliste à accompagner le choix que vous faites. Oui, nous faisons de l'idéologie. Nous l'assumons. Nous pensons que ce sont les idées qui dirigent le monde. Les idées qui dirigent le monde. Reste à savoir quelles idées. Et malheur à celui qui veut faire croire qu'il ne fait pas des choix pour des raisons idéologiques. En général, il ne le fait que pour des intérêts financiers. Ceux qui viennent ici pour dire et combattre l'idéologie ne sont en général que des petits comptables. Et sont les soutiens d'une idéologie tout à fait détestable. Et c'est pourquoi je n'aime pas ce que vous faites, malgré l'impression que vous voulez donner, et encore en réagissant de manière négative à mon propos. C'est un choix idéologique. Oui, oui. Mais oui. Mais oui, oh, je ne suis pas agité, je suis déterminé, madame. Je suis déterminé. L'intérêt général, vous ne le défendez pas. Et je ne crois pas que ce soit en cédant à une minorité qui défend des intérêts privés que les choses iront mieux. Cela vous a déjà été dit. Nous n'acceptons pas l'idée de vendre un bien de l'État au privé, surtout quand il s'agit de grandes entreprises qui ont chacun des intérêts stratégiques majeurs. Allons à l'essentiel. Je commence par Engie. Pas besoin de faire une longue démonstration pour comprendre que cet opérateur de l'énergie revêt un caractère stratégique, déterminant. La fourniture d'électricité et de gaz est un service de plus incontournable pour la nation et la population. C'est devenu pour beaucoup de gens quelque chose de vital. L'État, sur ce dossier, s'est déjà largement désengagé par le passé, dont il ne possède aujourd'hui plus qu'un quart du capital. Mais à terme de ce projet de loi, il ne possédera quasiment plus rien. Je me permets, au passage, puisque nous sommes à horizon d'une échéance le 26 mai, de rappeler que cette décision de quasi-privatiser totalement Engie est la conséquence d'une décision européenne. C'est l'Union européenne qui est responsable de l'ouverture à la concurrence du marché de l'énergie. Et je forme le vœu que nos concitoyens s'en souviennent, notamment le 26 mai,
s'ils sont en désaccord avec la décision que vous prenez aujourd'hui et qu'ils sanctionnent dans cette élection la manière dont l'Union européenne aujourd'hui construit cela. Au passage, il y a 15 ans, le président de la République, Nicolas Sarkozy, dont notre ministre actuellement des Finances était un ministre déjà à l'époque, s'était engagé solennellement à ne jamais privatiser GDF et EDF. On a vu le résultat. Et il en est de même pour les engagements qui ont été pris de ne pas privatiser France Télécom, par exemple. Les exemples sont nombreux, vous les connaissez. Bien sûr, souvent, vous justifiez ces privatisations ou ces mises en concurrence en brandissant l'argument de la baisse des prix. Ah, pas de chance, ici, il n'en est rien. Les tarifs ont augmenté de 50% en 10 ans. C'est un bilan terrible. On aurait pu en tirer des conséquences particulières. Vous continuez dans la même direction. Votre volonté farouche de vendre les biens à la nation ne s'arrête pas à Engie. Je ne veux donc aborder ici le cas désormais de la Française des Jeux, qui n'est pas si anecdotique que ce qu'il y paraît. Actuellement, l'État est actionnaire à 72% dans la Française des Jeux. Et cette loi permet désormais de privatiser par ordonnance. La méthode ici n'est pas sans importance, c'est-à-dire de refuser finalement une transparence totale vis-à-vis du Parlement. Le gouvernement nous demande une forme de chèque en blanc pour négocier cette privatisation de manière obscure. Nous nous interrogeons déjà sur cette méthode. Aucune étude d'impact n'a été vraiment réalisée. Cela, manifestement, n'intéresse pas le gouvernement ou la majorité de connaître les conditions et les conséquences potentielles de cette privatisation. Le gouvernement et les députés de la majorité nous répondent « ce n'est pas à l'État de gérer le loto ». Ça se discute, car c'est un secteur très particulier qui comporte de nombreux risques. Blanchiment d'argent, addiction, évasion fiscale, vous connaissez ces arguments. Le gouvernement veut créer une autorité de contrôle pour vérifier l'activité de la future FDJ. Mais Bobard, pour reprendre les anaphores d'un de vos ministres, la meilleure garantie serait que l'État reste tout simplement actionnaire majoritaire. Vous nous répondez que cette privatisation serait justifiée par la création d'un fonds de soutien à l'innovation. Bobard encore, ce serait encore plus efficace de garder les parts de l'État et d'allouer à l'innovation les bénéfices que cela rapporte. Le gouvernement dit encore qu'il est anormal que l'État soit à la fois régulateur des jeux de hasard, actionnaire et collecteur de recettes fiscales que cela induit. Bobard encore, si l'État reste actionnaire et même minoritaire, cela ne change rien au fond. Nous sommes contre la privatisation de la Française des Jeux, pas seulement pour des raisons économiques, mais je l'ai dit et j'insiste, parce que c'est un secteur qui comporte de nombreux dangers. Et parmi ces dangers, celui de l'addiction aux jeux. En 2010, 47,8% des Français étaient des joueurs occasionnels. En 2014, 4 ans plus tard, ce chiffre a progressé de 10 points. La France comptant alors 46 millions de joueurs. Cette hausse globale du nombre de joueurs signifie en général une progression inquiétante du nombre de joueurs dits à risque modéré. Et leur nombre est passé de 400 000 à 1 million entre 2010 et 2014. Sur ces 15 dernières années, les Français ont eu de moins en moins d'argent pour leurs loisirs, mais une part grandissante de cet argent est dédiée aux jeux. C'est un symptôme, disons-le clairement, d'une société qui ne va pas bien du tout. Le surendettement est bien sûr très fréquent. Près de 80% des joueurs dits problématiques sont surendettés à une hauteur moyenne de 25 000 € chacun. Le baromètre INPES 2009-2010 indique que 40 000 personnes auraient perdu leur emploi à cause du jeu, ce qui représente pour la collectivité un coût de 2,6 milliards d'euros. Il y a fort à parier, hélas, que ces chiffres vont exploser après la privatisation, car il y aura toujours plus de publicité, d'incitation à jouer, d'offres promotionnelles, toujours moins de sensibilisation au risque, puisque cela, précisément, cette sensibilisation ne rapporte pas d'argent. Si on veut tout de même parler d'en perte économique, nous avons aussi beaucoup de raisons de refuser cette privatisation, car la Française des Jeux réalisait jusque-là 181 millions d'euros de bénéfices annuels, et ce chiffre était en augmentation par rapport à 2015. Ses marges d'exploitation étaient de 15%, étaient stables. Sa marge nette atteignait 10%. Ses 26 millions de clients lui permettaient d'afficher une trésorerie supérieure de 950 millions d'euros à ses dettes. Et surtout, avec 31 000 points de vente, elle possède un réseau de proximité très complet, très développé dans le pays. L'investisseur privé qui récupérera l'affaire réalisera donc une très bonne opération et l'État ne profitera plus ensuite de ses dividendes qui étaient de 80 à 100 millions chaque année en augmentation. Pour toutes ces raisons, nous aurions dû garder la Française des Jeux dans le giron de l'État. Et c'est un autre choix qui a été fait. Vient ensuite Aéroports de Paris. En 2017, les dividendes de l'État de ces 3 entreprises ont rapporté 750 millions d'euros.
Chaque année, vous le savez, ADP rapporte directement pour l'État 174 millions d'euros. C'est une moyenne, précisément, et ça peut progresser. Et il n'y a aucune raison, mais j'aurais été attaché. Non, mais écoutez, il n'y a aucune raison que ce chiffre soit à la baisse. Il n'y a aucune raison que cela baisse, et même toutes les études peuvent penser que ça va continuer à progresser. Eh oui. Par contre, vous faites un choix qui est de céder ses parts pour les 70 ans pour la somme de 8 milliards d'euros, ce qui reviendra évidemment à une perte pour les recettes de l'État. C'est une des plus grosses privatisations. Bon, je vais à l'essentiel, puisque un point que je vais développer, puisque vous avez eu chacun une insistance particulière, Monsieur le ministre et ensuite Monsieur le rapporteur, à vous opposer de manière véhémente à ce référendum d'initiative partagée que nous avons engagé. Vous êtes manifestement très inquiet par cette décision, ce qui prouve que nous avons eu raison de le faire. Oui. J'entends des parlementaires dire que nous sommes en train de dévoyer la démocratie parlementaire car nous utilisons un outil législatif. Nous sommes aujourd'hui face à une majorité qui considère que de demander l'opinion au peuple français d'une décision pour laquelle vous n'avez pas été élu, vous n'avez pas été élu pour ça, ce n'était pas dans votre programme, ni celui du président de la République, ni celui que vous avez mené dans vos circonscriptions, vous prenez cette décision. Toutes les études d'opinion démontrent que les Français, lorsqu'ils sont interrogés sur cette question, ne sont pas favorables à cette privatisation et vous voulez passer en force. Et quand nous utilisons le seul outil législatif qui existe, extrêmement complexe au demeurant, extrêmement complexe, qui mérite qu'un nombre très important de parlementaires se prononcent, qui mérite qu'un nombre important d'électeurs s'inscrivent, eh bien vous tremblez, car en dernière analyse, ce dont vous avez peur, c'est du peuple. Oui, vous avez peur, et c'est très inquiétant. Mes chers collègues, vous êtes dans cette affaire dans une dérive autoritaire qui vous fait dire n'importe quoi, qui montre votre vrai visage, ceux de gens arrogants, sectaires, ayant peur du peuple. Un ministre a osé dire qu'il y avait une dérive populiste à utiliser la loi. Monsieur le maire, vous êtes incroyable. On devrait vous mettre sous verre. Vous êtes le macroniste aujourd'hui de référence, celui qui dit que quand on veut faire appel à la loi pour que le peuple soit consulté et que le peuple souverain se prononce, vous voyez là une dérive populiste. Vous voudriez que le peuple soit mis à distance. N'êtes-vous pas choqué, monsieur le ministre, de participer à un gouvernement qui, une fois de plus, n'a pas été élu pour faire ce que vous nous proposez aujourd'hui? Et quand nous disons « vérifions », Madame Grégoire, vous pouvez crier 100 fois, vous savez, mais vous êtes le visage, vous dites cette inquiétude. Madame, puisque vous êtes aussi déterminée, notre seul souverain et arbitre, c'est le peuple. Et ce que je vois dans votre agressivité, c'est la trouille du peuple. Ah oui, comme je suis fier d'être insulté un peu de par calme, vous mes chers collègues, un peu de calme. De populiste. Oui, appelons le peuple à se prononcer sur ce grand débat. Donnons-lui la parole. Vous qui nous bassinez avec votre grand débat, ayez le courage de donner la parole à 44 millions d'électeurs, aux Français qui sont les propriétaires de la Française des Jeux, qui sont les propriétaires d'Aéroports de Paris, qui sont les propriétaires d'Engie. Parce que vous ne voulez pas leur donner la parole, vous apparaissez sous votre vrai visage. Vous êtes la courroie de transmission d'intérêts privés. Vous bradez véritablement ce qui appartient au peuple. Vous faites de mauvais choix et vous serez sanctionnés pour cela. Vous serez sanctionnés pour cela un jour ou l'autre. J'espère que ce sera le plus vite possible. À ceux qui m'écoutent, je dis, mobilisez-vous notamment le 26 mai à l'occasion de cette échéance européenne. Noyez dans votre participation les mauvais coups qui sont en train de préparer. Mettez-les très bas et vous enverrez le signal que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se déroule aujourd'hui. Voilà le sens de la motion de rejet préalable que je présente là aujourd'hui. J'invite à ce que tous les gens raisonnables, ceux qui sont attachés à une certaine conception de la souveraineté, ceux qui n'ont pas peur du peuple, ceux qui pensent qu'on ne prend pas des décisions stratégiques aussi importantes sans le consulter, doivent aujourd'hui voter cette motion de rejet préalable et doivent nous aider à rassembler 4,7 millions de signatures d'électeurs pour dire que l'initiative que nous avons lancée avec plusieurs groupes, cette initiative d'un référendum d'initiative partagée est un outil législatif juste et pertinent dans la période qui vient pour bloquer le mauvais coup que vous préparez. Merci. Merci, chers collègues. Je vous informe que sur le vote de la motion de rejet,
Je suis saisi par le groupe La France Insoumise et le groupe La Gauche démocrate et républicaine d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de la